Bonjour et bienvenue sur Positive Leadership, le podcast qui vous aide à vous développer en tant que personne, en tant que leader, mais aussi en tant que citoyen du monde. Le bon leadership est-il moins une question de compétences que de chimie du cerveau ? C'est l'une des questions que je vais poser à mon invitée d'aujourd'hui, Nadia Medjad, à la fois docteur et consultante, qui travaille avec des dirigeants et leurs équipes pour décoder le fonctionnement du cerveau afin d'améliorer les performances des individus et des équipes tout à la fois. Elle est également l'autrice d'un nouvel ouvrage qui s'intitule « Investir dans la confiance quand les neurosciences réinventent le management », qui sera publié sous peu. Comme d'habitude, j'interrogerai d'abord Nadia sur sa philosophie personnelle, sur son parcours, et je lui demanderai aussi de nous donner quelques conseils pratiques pour nous tous, pour pouvoir adopter ces conseils dans nos pratiques quotidiennes, notamment du leadership. Docteur Nadia Medjad, une très chaleureuse bienvenue dans notre podcast Positive Leadership. Merci Jean-Philippe, merci de m'accueillir. Alors Nadia, vous avez fait des études de médecine. Et puis après, en fait, vous êtes dirigé vers le secteur privé en travaillant pour de grandes entreprises comme Roche et Danone pendant une vingtaine d'années, avant de créer votre activité de conseil. On peut le dire, c'est une trajectoire un peu inhabituelle, hein, voilà, avec quelques rebondissements. Alors pourquoi avez-vous choisi de faire médecine pendant 6 ans, ou 6 ou 7 ans? On sait que c'est de longues études. Moi-même, dans ma famille, ma sœur est médecin, donc j'ai suivi ça, mon père aussi. Et pour travailler ensuite, je crois, dans le service de pédiatrie d'Elbeuf, et finalement rejoindre le monde de l'entreprise pendant 20 ans. Oui, effectivement, c'est une trajectoire un peu atypique pour un médecin. Dans mon cas, ça s'explique par différentes questions que je me suis posées à l'issue de mes études de médecine, qui ont duré 8 ans. J'étais la première génération Oui. à avoir droit à 8 ans d'années de médecine. Quand je suis arrivée à la fin de mes études et que je me suis mise à beaucoup travailler sur le terrain, je me suis posé des questions sur la pertinence de ce que j'avais appris vis-à-vis des patients que j'avais en face de moi. Déjà, j'avais un énorme bagage de connaissances et je trouvais que finalement, il me servait pas à grand-chose pour soulager les patients. Et puis, je voyais des échecs de la médecine que je ne comprenais pas, et je voyais des miracles ou des succès que je ne m'expliquais pas davantage. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et c'est ça qui m'a donné envie à la fois de prendre de la distance. Alors je me suis dit, je vais changer de métier pendant 2-3 ans. Ouais. Et je reviendrai à la médecine après avoir réfléchi à tout ça, éventuellement après avoir étudié d'autres choses. Et les 2-3 ans ont duré 20 ans. Wow. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression dans ce que vous dites, Nadia, c'est que quelque part, vous aviez un appétit de d'autres connaissances après ces 8 ans de médecine, alors que vous avez été confronté à des patients et que vous n'aviez pas forcément, évidemment, toutes les réponses. Et vous ne compreniez pas ce qui se passait. Donc, alors vous êtes parti dans le monde de l'entreprise et qu'est-ce que ça vous a apporté ces 20 ans à raccourcir en 2-3 minutes, mais ce parcours dans de grandes entreprises finalement, dans un univers très différent de grandes organisations? Ça a été un apprentissage formidable. Je suis passée du secteur public, puisque je travaillais surtout à l'hôpital, au secteur privé, dans la grande entreprise. Et là, j'ai découvert un monde d'un dynamisme incroyable. Et puis, cette volonté d'atteindre des objectifs avec des critères très précis de succès. J'ai trouvé une grande dynamique. J'ai aimé travailler en équipe. Et j'ai découvert que j'étais pas faite pour travailler seule. Les médecins sont très seuls face aux patients. Oui, bien sûr. Et j'ai été séduite par cette dynamique de groupe et par tout ce que j'apprenais sur moi-même et sur les autres en avançant comme ça. Et je pense que j'ai été happée dans cette dynamique et c'est pour ça que ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Cela dit, en parallèle de mes jobs dans l'industrie, mes jobs successifs, j'ai continué à apprendre et à aller notamment à la fac de médecine, puisque chaque année j'étais inscrite à l'université, j'ai fait un cursus de médecine chinoise, je me suis formée à l'hypnose clinique. Voilà, je continuais à chercher les pistes pour répondre à mes questions.
un vrai gross mindset, comme on le dit, Oui, qui, tout à fait. qui est prêt à apprendre réellement tout et de continuer à grandir. Alors, à quel moment dans ces différentes séries, finalement, dans votre parcours et d'apprentissage, vous vient cet intérêt pour les neurosciences et qu'est-ce qui vous a conduit à cette nouvelle voie et que vous allez après sur laquelle on va élaborer évidemment bien davantage ensemble. Oui, c'est quand je me suis formée à l'hypnose clinique. La science avait beaucoup évolué, notamment en termes de neurosciences, puisque les neurosciences, c'est la science du cerveau, pour faire simple. Et il y avait de nouveaux outils, comme les IRM fonctionnels, qui sont des Oui. gros scanners, qui ont entraîné une révolution dans la compréhension du cerveau, puisque du jour au lendemain, on était capable de voir ce qui se passait en live dans le cerveau. Hmm. Alors qu'avant, tout ce qu'on pouvait faire, c'était ouvrir la boîte crânienne et aller voir dedans. Un, On un- un- comprend. un peu intrusif. Ouais. Oui. Ou alors avec un électroencéphalogramme, mais Ouais. ça donnait des informations pas très faciles à utiliser. Hmm. Et de me dire que on pouvait suivre la pensée d'un être humain de seconde en seconde, voir se déployer des émotions, on a identifié le circuit de la motivation, mais ça, d'un seul coup, je me suis dit, on va comprendre des choses Hmm. extraordinaires. Ça ouvrait un champ incroyable. Voilà pourquoi je m'y suis intéressée, sans être moi-même un chercheur en neurosciences, mais j'ai eu envie de comprendre et de continuer à explorer tout ça. Alors, vous avez commencé à le dire, Nadia, et grâce à vous, on va quelque part vulgariser pour nous tous les neurosciences dans notre échange. Ce sont la science du cerveau, du système nerveux. Et, et aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier notamment aux neurosciences affectives et sociales, qui, je crois, sont un domaine de recherche peut-être encore même plus nouveau, apparu à la fin du XXe siècle. D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est que c'est apparu à peu près au moment aussi de la psychologie positive. C'est peut-être pas un hasard, on va en reparler parce que dans le cadre du leadership positif, évidemment, ce sont deux disciplines fondamentales sur lesquelles reposent finalement beaucoup de pratiques, de savoirs, d'expériences dont on va parler. Alors, pouvez-vous nous expliquer finalement de la manière la plus simple, je sais que vous le faites très très bien, de quoi il s'agit finalement? Ces neurosciences affectives et sociales, c'est quoi ce domaine finalement? Alors comme vous l'avez dit, c'est un nouveau champ d'investigation qui s'intéresse aux émotions et au comportement. De façon tout à fait extraordinaire, les émotions n'intéressaient pas beaucoup les scientifiques jusqu'à une date récente. Parce que les émotions étaient considérées un peu comme des parasites, voilà, qui venaient nous embêter, mais qui n'avaient pas lieu d'être pris en considération. C'était irrationnel, trop irrationnel, quoi, c'est Trop ça? irrationnel. Ouais, Mais oui, ouais, et ouais, comme les scientifiques sont des gens rationnels, ouais. ils les prenaient pas en compte, Hmm. mais on a appris en 2002, grâce au prix Nobel d'économie, on a fait une découverte, parce qu'il n'y a pas que les neurosciences qui nous font avancer. Ouais. Les deux prix Nobel d'économie en 2002 ont révolutionné la compréhension de l'humain en révélant au monde que l'être humain est un être profondément irrationnel. Hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est d'abord motivé par ses émotions, et c'est seulement dans un second temps que l'humain va rationaliser ses choix, qui sont en réalité des choix purement émotionnels. Donc on démarre avec l'émotionnel, toujours. C'est ce que vous Oui, êtes en train de parce dire, que au départ. Ouais. l'émotionnel, ça prend 20 millièmes de seconde Ouais. et ça envahit notre corps. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, il faut une Ouais. fraction de seconde pour savoir si c'est un ami potentiel ou un ennemi potentiel. Ouais. Ouais. Après, on va se raconter une histoire en se disant, bah voilà pourquoi je l'aime pas celui-là, ou voilà pourquoi je l'aime. Mais en fait, Mais c'est décidé dès le départ. c'est décidé et c'est très Ouais. difficile de revenir en Ouais. arrière. Alors vous avez écrit un livre pour vulgariser donc les neurosciences en 2016 qui s'appelle Neurolearning.
Comment les neurosciences aident la formation? Alors, sachant que la formation, ça rejoint évidemment d'abord votre vie. Hein, vous êtes un bel exemple de formation permanente. Les anglo-saxons parleraient de lifelong learning, qui est une réalité que chacune d'entre nous est confronté, une opportunité plutôt. Quelles sont les 3 idées maîtresses, Nadia, de ces neurosciences en termes d'apport à la formation? Moi, c'est un sujet qui me passionne. J'avais encore dans une édition très récente qui vient d'être publiée d'un épisode avec Sal Khan, de la Sal Khan Academy, donc, que vous connaissez sans doute, qui évidemment s'est donné pour mission de rendre l'éducation accessible au plus grand nombre partout dans le monde. Et il m'a beaucoup parlé justement de ce processus d'apprentissage et de sa philosophie. Qu'en est-il en matière de l'apport des neurosciences sur la formation? Qu'est-ce que ça nous dit et comment mieux apprendre compte tenu de cette compréhension de notre cerveau? Alors, ce que nous disent les neurosciences, c'est déjà que nous avons un tas de points communs dans notre façon d'apprendre, mais que nous avons aussi des points particuliers. C'est-à-dire que les neurosciences ont éclairé la façon dont nous apprenons. Les démonstrations les plus spectaculaires ont été menées chez l'enfant. Par exemple, vous vous souvenez le débat à l'école de l'apprentissage de la lecture, est-ce qu'il fallait que ce soit syllabique ou global? Oui, hein absolument. Débat qui a été terminé le jour où Stanislas Dehaene a dit c'est pas compliqué, le cerveau il apprend par syllabe. Donc, fin du débat. Fin du débat, terminé. Donc, vous voyez, les neurosciences permettent d'aller voir comment ça marche. Alors, faut rester modeste, on est au début de ces découvertes, mais dans l'apprentissage des mathématiques, dans l'apprentissage des langues, voilà, ça nous révèle un tas de choses. Vous vous souvenez, vous avez peut-être connu, ou vous-même avez été un enfant qui était capable de trouver la solution à un problème sans pouvoir expliquer comment il était arrivé à cette solution. Ça a pu m'arriver. Oui, ça peut vous arriver. Alors, avant, à l'école, on disait à cet enfant, t'as copié sur le voisin, puisque t'as la solution et t'es pas capable d'expliquer comment t'es arrivé là. Mais maintenant, on sait que pas du tout. Il y a des formes d'intelligence comme ça, globale, intuitive, qui vont direct vers la solution et qui sont incapables de l'expliquer. Pour moi, vous me demandiez les apprentissages fondamentaux. Oui. Pour moi, il y en a un qui dépasse tous les autres. C'est que les émotions interfèrent de façon spectaculaire avec l'apprentissage. Et c'est au point que lorsque nous éprouvons des émotions négatives, c'est-à-dire principalement de la peur, de la colère, voire de la tristesse, ces émotions, quand elles atteignent un certain niveau, non seulement elles réduisent la capacité d'apprendre, mais elles peuvent bloquer complètement l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la bascule des émotions, qui vient contredire ce qu'on a longtemps cru, que les émotions étaient d'un côté et le cerveau exécutif, c'est-à-dire celui qui réfléchit, de l'autre. En réalité, quand on a nos fonctions exécutives au top, pour qu'elles soient au top, il faut que soit l'humeur soit égale, soit qu'elle soit même plutôt joyeuse. On s'est aperçu qu'un individu de bonne humeur a des capacités de résolution créative des problèmes beaucoup plus élevées. Beaucoup plus élevées. Voilà. Inversement, s'il y a une émotion négative qui monte, il y a une inhibition du cerveau exécutif. Vous savez, comme les balances d'enfants dans les parcs, là. Totalement, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qu'on humilie parce qu'il n'a pas compris, un enfant qu'on punit parce qu'il n'a pas réussi, voilà, toutes ces émotions négatives, non seulement elles vont pas rendre service à l'apprentissage, elles vont le pénaliser. Elles vont bloquer l'enfant. Mais voilà. Totalement. Vous savez, on parle de l'anxiété des mathématiques. Le problème, c'est pas les mathématiques, c'est l'anxiété. Le gamin, il a besoin d'être rassuré pour avoir accès à ses fonctions cognitives. Donc cette confiance, cet état finalement d'émotion, parce que vous avez utilisé le terme neutre, mais en tout cas positive ou en tout cas d'un niveau maîtrisé, non négatif, est un préalable finalement à l'apprentissage. Absolument. À ouvrir l'apprentissage.
Et qu'en est-il aussi, Nadia, de ce que je sais que vous en avez parlé justement un petit peu, vous avez même je pense une liste de 10 règles, alors on va peut-être pas aller sur les 10, mais sur cet apprentissage, règles d'or un petit peu, ou règles d'or ou principes. Et je vous avais entendu parler du fait qu'il y a un peu un mythe aussi sur le fameux processus d'apprentissage pour certains, qui est par la lecture, d'autres qui est par la vision, d'autres qui est par le mouvement, la kinésie. Qu'en est-il de ça? C'est vrai? C'est pas vrai? Alors, Ouais, quand on interroge les personnes, on s'aperçoit qu'elles ont des préférences. Il y a ouais. des personnes qui vont vous dire, ben moi je préfère lire le texte, moi je préfère voir des images, moi je préfère qu'on me raconte l'histoire. Donc ça, ce sont des préférences, et on a cru que c'était des modalités. En réalité, quand on prend toutes ces personnes qui ont des préférences différentes et qu'on les examine à la lueur justement de ce qui se passe dans leur cerveau, on s'aperçoit qu'elles utilisent tout. Hmm. Elles utilisent tout et leur apprentissage est d'autant plus riche qu'on leur donne à voir, qu'on leur donne à entendre, qu'on leur donne éventuellement à toucher. Voilà, c'est-à-dire que plus les sens vont être stimulés, plus l'apprentissage va être facilité. Hmm. C'est pour ça, moi, quand je donne une conférence, j'ai tout le temps un support visuel. Mhm. Parce que je sais que le fait de pouvoir combiner le fait d'écouter avec des images, ça va aider, ça va faciliter l'attention et ça va aider la compréhension et la mémorisation. Donc c'est vraiment finalement utiliser des méthodes multisensorielles qui vont stimuler tous les sens de la personne Voilà, pour l'engager encore plus profondément. tout à fait. Alors, toujours sur ces processus d'apprentissage, vous donniez une belle image en vous entendant aussi dans l'une de vos interventions sur la manière dont finalement on va entretenir sa mémoire, voilà. Et creuser un sillon, un peu comme un sillon dans une neige toute fraîche le matin, mais une trace, j'allais dire, mais qu'une trace qui va être peut-être éphémère. euh, je veux dire, en comparaison avec une trace beaucoup plus profonde, bien entendu. Donc, quelle est la manière, finalement, de creuser cette trace dans cette mémorisation dans notre cerveau? C'est un grand sujet, pas que pour des étudiants, pour beaucoup d'entre nous, quel que soit notre âge, de lecture, d'apprentissage, et où si ce n'est pas le jour d'après, la semaine d'après, le mois d'après, ont disparu, alors que d'autres sont profondément ancrés en nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Alors, il y a différents processus. Il y a déjà le fait que, en termes de mémorisation, c'est l'éloge de l'effort. Je m'explique. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, je passais mon temps à relire mes cours, à les surligner, et je pense que la plupart des étudiants font encore comme ça aujourd'hui. C'est pas la bonne méthode pour mémoriser. La meilleure méthode, c'est je prends une feuille blanche Hmm. et je me presse le citron pour essayer de me rappeler de ce que j'ai retenu du cours, même si j'ai pas été très attentif. Et en faisant cet effort de mémorisation, quand je vais aller voir la réponse après, elle va s'ancrer beaucoup plus profondément. Et la Hmm. beauté de la chose, c'est que même si je trouve pas la réponse, au moment où je vais la voir, elle va s'inscrire plus profondément. Donc ça, c'est une première chose. Ça s'appelle la pratique délibérée. Délibéré, Euh, ouais. Moi, Mhm. je conseille à tous ceux qui veulent mémoriser, voilà, de partir de la page blanche et de faire l'effort d'aller chercher ce qui reste. Ouais. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est ce que vous disiez, Jean-Philippe, c'est la fragilité de cette trace. Quand on crée une première trace dans la mémoire, ce sont des neurones qui se relient les uns aux autres. Ouais. Cette trace, elle est très fragile. Et pour la consolider, il va falloir passer plusieurs fois dessus. Alors, il faut savoir que la première trace, elle dure à peine 24 ou 48 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir repasser dessus dans les 48 heures. Ouais. Quand on est passé 2 fois, elle s'est un peu solidifiée. Donc on va pouvoir passer un peu plus tard, une semaine après, puis un Mhm. mois après. C'est ce qu'on appelle l'espacement. Ouais. Hein. Donc une pratique espacée, croissante dans le temps. C'est-à-dire que si je dois réviser 3 fois mon cours,
pour que ce soit optimal, ben, je le fais une fois dans les 24 heures, une fois une semaine après, une fois un mois après, en prenant ma page blanche à chaque fois. Et je me donne le maximum de chances de retenir ce que j'ai appris. Voilà une belle, je vais dire un bon conseil pour nos auditeurs sur l'ancrage d'un certain nombre de connaissances. Moi, je sais aussi que dans ma pratique, Nadia, d'ailleurs, j'aime bien effectivement régulièrement essayer de formaliser, verbaliser par écrit un certain nombre de concepts nouveaux pour moi. Et là, souvent où j'ai remarqué un ancrage encore plus fort, c'est lorsque j'en parlais, c'est-à-dire lorsque je suis amené à présenter à d'autres, à essayer de transmettre, non pas en tant que professeur, mais en tant que coach, en tant qu'ami, en tant que je ne sais quoi, sur un sujet qui me passionne et sur lequel finalement je vais m'exercer à créer un narratif, un récit, structuré autour de cette connaissance. Voilà. Alors je ne sais pas, en tout cas c'est une façon, moi, complémentaire de l'écrit. Et je me suis aperçu, plus je donnais cette histoire que je raffinais au fil du temps d'ailleurs, évidemment, c'est pas toujours exactement la même, plus ça revenait facilement 6 mois plus tard, 1 an plus tard également. Et oui, et là, vous mettez le doigt sur des choses tout à fait intéressantes. C'est que déjà, quand vous allez transmettre, il va y avoir de l'émotion qui va se Ouais. mélanger à tout ça. Et on sait que l'émotion renforce la mémorisation. Hein, pourquoi est-ce que les contes de fées, il suffit de les entendre une fois pour pouvoir les raconter? Ben, c'est parce qu'on a eu plein d'émotions. Et c'est aussi Hmm. parce qu'il y a du sens. Hein? Ouais, Donc, quand on va complètement. amener du sens et quand on transmet à l'autre, on se rend compte des endroits où peut-être il n'y a pas suffisamment de sens. Donc, on va prendre du recul par rapport à sa propre connaissance. Hmm. Et puis, il y a encore une autre chose qui est, il est clair que nous sommes programmés pour apprendre. Certains scientifiques pensent que nous sommes peut-être aussi programmés pour transmettre. Hmm. C'est-à-dire que ça serait peut-être, ça reste à confirmer, inscrit Ouais, dans nos gènes. d'accord. Et ce serait pas étonnant, parce que d'un Hmm. point de vue évolution, c'est tout à fait favorable à la survie de l'espèce, hein, de Bien pouvoir sûr, transmettre. absolument. Depuis la nuit des temps, la transmission d'une connaissance, au départ de rites, de rituels, des premiers savoirs, des premières communautés d'hommes préhistoriques, c'était finalement un transfert permanent d'un récit à nouveau, de croyances et puis après de connaissances au fil du temps. Mais c'est complètement, j'allais dire, révélé dans l'histoire de notre civilisation et qui continue aujourd'hui avec ChatGPT, comme vous savez. Mais je ne m'embarque pas encore sur ce sujet parce que ça pourrait nous amener très loin sur l'apprentissage de nos chères têtes blondes et de nous-mêmes d'ailleurs dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Parce que là, c'est tout de suite, c'est pas dans le futur. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, bien sûr, toujours sur l'émotion, Nadia, à la manière dont elle fonctionne. Et je sais que vous utilisez souvent en référence à notre fonctionnement biologique, la manière dont on peut appuyer finalement, où on appuie, en le sachant ou pas d'ailleurs, ce serait intéressant de connaître votre avis là-dessus, sur notre accélérateur et sur notre frein. Voilà, on a un accélérateur et un autre frein au moment où ces émotions sont créées. Alors, donc, j'aimerais qu'on comprenne avec vous comment ça se passe. Comment on freine ou on accélère au volant de notre cerveau au moment où jaillit l'émotion. Alors, ce frein et cet accélérateur auquel vous faites référence, c'est notre système nerveux autonome. Hmm. Alors, on a un système nerveux volontaire. Par exemple, si je décide de lever le bras, j'y arrive. Ouais. Par contre, si je décide de contracter mon estomac, j'y arrive pas. Hmm. Vous voyez? Ou si je décide de ralentir mon cœur, j'y arrive pas. Ça, c'est le système nerveux autonome Ouais. qui, par définition, n'est pas accessible à la volonté. Hein? Donc, ce système nerveux autonome, il a un frein et un accélérateur. Pourquoi? Pour nous permettre de nous adapter à notre environnement. Alors, l'accélérateur se met en route quand on a des challenges et qu'il faut faire face, quand on a du stress, par exemple. Le cœur s'accélère, il y a plus d'oxygène qui arrive au cerveau, on est dans une condition de capacité maximale, mais Hmm. qui est coûteuse en énergie. Oui, c'est C'est, sûr. ben oui, c'est pour ça qu'on a un frein, parce Hmm. que le frein va nous permettre de ralentir et de récupérer. Alors, une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que on a le pied sur l'accélérateur en permanence. Pourquoi?
parce que on est entraîné par une accélération du temps qu'on a connue ces dernières années, et on sent bien qu'il y a une pression pour aller plus vite. Alors ça, l'organisme, il sait faire immédiatement, puisque c'est vraiment une question de survie, d'accélérer le cœur, etc. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre à accélérer, ça se fait tout seul. C'est automatique, Par contre, en fait. Oui, c'est tout à fait automatique. Par contre, à force d'accélérer tout le temps, là, comme on accélère ces derniers temps, on a du mal à récupérer. Et ça, le frein, c'est pas quelque chose qui se met en place de façon aussi automatique. C'est quelque chose qu'il est devenu nécessaire d'apprendre dans notre société. Parce que nous vivons dans des conditions qui sont pas celles pour lesquelles nous avons été prévus. Nous sommes toujours actuellement programmés pour vivre dans la nature, en mouvement, toute la journée en mouvement, en petits groupes, avec des prédateurs naturels et des ressources limitées. C'est ça, nous sommes programmés pour ce modèle-là. Génétiquement, on vient de là, quoi, clairement, et c'est toujours là. On est toujours comme ça. Toujours comme ça, Voilà. Or, on vit dans un monde qui est bétonné, avec des mégapoles. C'est plus du tout ce pourquoi nous étions programmés. Du coup, ça crée certaines difficultés. Et en particulier, on est dans une course, ce que les Américains appellent la rat race, la course des rats. C'est pas très élogieux, mais c'est quand même assez réaliste. Et donc cette rat race là qui nous entraîne fait que on accélère spontanément. Et le problème, c'est qu'on a du mal à ralentir. Et quand on a du mal à ralentir, c'est comme un sportif qui ferait tout le temps des efforts et qui ne saurait pas récupérer. La performance n'est pas au rendez-vous, le bien-être n'est pas au rendez-vous. On s'épuise, en fait. On s'épuise, exactement, parce qu'on puise trop dans ses réserves sans les reconstituer. Donc aujourd'hui, il est devenu nécessaire d'apprendre à ralentir. Ça, c'est évidemment d'une grande sagesse. La grande question derrière, qui vaut très cher, comme on dirait, c'est comment va-t-on ralentir, en fait, et comment créer une culture du ralentissement dans une vie, une société dans laquelle tout nous pousse à accélérer, où tout nous pousse à être notifié, à être sans arrêt, j'allais dire, sensibilisé ou averti de quelque chose qui a une importance finalement très souvent extrêmement secondaire. Donc, comment on peut être plus conscient sur son ralentissement, Nadia ? Alors, c'est un apprentissage. C'est l'apprentissage, et d'ailleurs qui est extrêmement important pour le leadership, c'est l'apprentissage de ce que les Américains appellent la self-awareness, qui n'a pas de vraie traduction en français. Pourquoi la self-awareness, c'est important en particulier pour les dirigeants, les leaders? C'est prendre conscience de son état à un instant T. Parce que si on est en état d'insécurité, c'est-à-dire quand l'accélérateur est tout le temps en marche, ça crée dans l'organisme un état d'insécurité. Parce que quand le cœur s'accélère, c'est face au danger. C'est clair. Donc si mon cœur s'accélère, mon inconscient se dit on est en état d'insécurité. Donc si je suis en état d'insécurité, je vais communiquer ça à mes équipes. Je vais avoir des signaux d'inquiétude qui vont se manifester verbalement, physiquement, émotionnellement, on va le sentir, quoi. On va le sentir et ça fonctionne comme une Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'être comme un joueur de poker, vous savez, avec la poker face, là. Et on voit à quel point les dirigeants essaient de masquer leurs émotions. Souvent, ils ont un visage un petit peu figé. Eh bien, ça sert à rien de faire ça. Parce que ça passe en Wi-Fi. C'est Wi-Fi de la confiance, finalement, dont vous parlez. Ou Wi-Fi nerveux, je ne sais pas comment l'appeler. C'est une Wi-Fi émotionnelle, on va dire, ou nerveuse. Voilà. C'est intéressant. Nous sommes connectés à un niveau inconscient. Qui fait qu'on capte ce qui se passe chez l'autre. Parfois, on n'est pas conscient que c'est ça qu'on capte. Mais c'est ça. Ça vous est sûrement arrivé de rencontrer une personne pour la première fois et de vous sentir soit extraordinairement bien, soit extraordinairement mal. Absolument. Et vous vous dites, mais comment ça se fait ? Mais en fait, c'est l'autre qui vous a
diffuser son état. Des ondes positives, au contraire des vibrations très anxieuses Absolument. ou menaçantes des fois même. Pourquoi pas? Tout à fait. Et l'influence, alors qu'est-ce qui fait que l'influence se fait dans un sens et pas dans l'autre? C'est lié au niveau hiérarchique. Oui. Parce que nous sommes une espèce sociale qui fonctionne de façon hiérarchique, qu'elle le veuille ou pas. Et ce sont les individus qui sont les plus hauts dans la hiérarchie. Bon, parlons du travail. Les dirigeants vont avoir une influence extraordinaire sur l'état de leurs équipes. Absolument, et le sentiment qui va être diffusé dans les équipes. Alors, j'aimerais justement poursuivre un petit peu sur le même sujet, totalement le même sujet, Nadia, sur cette confiance. Moi, je l'ai appris aussi, à la fois en le faisant bien et beaucoup moins bien, en faisant des erreurs, évidemment, répétées. Combien il était critique de bâtir cette confiance avec des personnes dans ma relation avec les autres, notamment au milieu professionnel, pas uniquement, pour créer un sentiment de sécurité pour les autres, finalement. Et ce sentiment de sécurité ouvrait tellement d'opportunités après pour que les autres apportent le meilleur d'eux-mêmes, finalement, dans ce qu'on voulait entreprendre ensemble. Alors, il y avait une étude intéressante faite par Edelman, qui chaque année fait son rapport un petit peu sur la confiance dans le monde, l'état de la confiance dans le monde. Et dans ce rapport Edelman, finalement, ce qui est dit, c'est que la méfiance est aujourd'hui l'émotion par défaut dans la société. 64% des personnes interrogées ont répondu qu'on est arrivé à un point où les gens sont incapables d'avoir des débats constructifs et civils sur des questions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, ce qui est quand même dramatique. Et récemment, toujours sur le même sujet, j'ai accueilli dans mon podcast Stephen M.R. Covey, qui est le fils du fameux Covey, sur les 7 habitudes de leader de haute performance, et qui nous a donné des conseils pratiques autour de cette confiance dans une équipe. Et donc, ce que j'aimerais, c'est finalement que vous puissiez nous expliquer ce phénomène au plan neurologique, de la confiance qu'on va instiller, diffuser vers des personnes, vers un groupe, une communauté ou une entreprise. Comment ça marche? Alors, il faut comprendre que la confiance, c'est à la fois une décision et une émotion. C'est je décide de faire confiance à cette personne et je lui donne sa chance. Ça, c'est une décision. Mais en parallèle de ça, il y a une émotion. C'est quoi? C'est notre intuition qui nous dit je sens que je peux lui faire confiance ou pas. Pourquoi est-ce que la confiance a une importance extraordinaire? Parce que d'un point de vue biologique, la confiance, c'est l'émotion de la collaboration. Quand il n'y a pas confiance, il n'y a pas collaboration. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que la confiance est un court-circuit que la nature a inventé pour nous permettre de mieux travailler ensemble. Je m'explique. Les rapports humains sont basés sur le principe de réciprocité. Oui. C'est une loi de l'espèce sociale que nous sommes. Oui. C'est-à-dire, je te donne et tu me donnes en retour à hauteur de ce que je t'ai donné. Et nous sommes en permanence à la recherche de cet équilibre. Qu'est-ce que c'est la confiance? Eh bien, c'est un court-circuit qui se fait dans le cerveau à un moment donné de la relation, qui va décider de prendre le risque de dire « cette personne-là, le moment venu, elle va me rendre autant que je lui ai donné ». Donc je peux lui donner sans attendre quoi que ce soit dans l'immédiat. Absolument, en fait. Parce que ça va s'égaliser dans le temps. Ouais. Et ça s'égalisera pas forcément avec la même chose, mais peut-être avec autre chose dont j'aurai besoin à ce moment-là, mais ça se fera. Ouais. Et quand on a cette confiance-là, on accepte de donner sans avoir de contrepartie immédiate. Ça, c'est très intéressant à dire. Et je propose qu'on en reparlera encore davantage tout à l'heure dans le rôle de développement de l'altruisme, parce que ça m'intéresserait de comprendre effectivement au niveau neuronal, qu'est-ce que ça suppose et pourquoi certaines personnes, parce que c'est pas la majorité malheureusement, font preuve d'un altruisme qui semble plus naturel que d'autres. Voilà. Mais peut-être gardons cette question pour un peu plus tard, si vous voulez bien. J'aurais aimé autour de la confiance, parliez de cette hormone de la confiance, je crois qu'on appelle l'oxytocine. D'abord, c'est une vraie hormone, elle fonctionne, comment ça marche, et voilà, et comment elle nous amène finalement
à développer ce sentiment de confiance? Alors, l'ocytocine, effectivement, est une neurohormone qu'on a découverte en premier lieu dans la relation mère-enfant, juste après l'accouchement. D'ailleurs, un accouchement ne peut pas avoir lieu sans ocytocine. Et l'ocytocine, donc, joue un rôle particulier au moment de l'accouchement et elle est en grande quantité au moment de l'allaitement. Et c'est cette hormone qui va créer un lien mère-enfant, mais aussi père-enfant, extrêmement fort. Donc cette hormone, son rôle numéro 1, ça va être justement de mettre en place une formidable relation de confiance entre la mère et l'enfant. Ouais. Parce que l'enfant est entièrement dépendant Bien sûr. de la personne qui s'en occupe. Donc il va falloir que ça fonctionne pour que le bébé survive. Et puis, on s'est aperçu que l'ocytocine, on pouvait l'observer dans d'autres circonstances, notamment chez les amoureux. Notamment entre deux personnes qui sont proches et qui s'entendent bien. Et petit à petit, on s'est dit, mais peut-être finalement, cette hormone est l'hormone de l'amour, mais aussi de la confiance. Et c'est comme ça qu'on a fait de cette hormone un espèce de mythe qui a été bousculé dans un second temps, parce que, je pense que vous le savez, cette hormone peut aussi être l'hormone de la haine. Exactement, oui. Pourquoi ? Parce qu'elle va s'exercer sur notre groupe. Donc, elle va polariser notre lien de confiance avec notre groupe et potentiellement distendre tous les liens avec ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence autour des matchs de foot ? Parce que chacun appartient à un groupe tellement fort que l'autre devient un ennemi. Et ça suscite de la haine. Donc cette ocytocine est polarisante. Donc il faut en parler avec des pincettes. C'est pas l'élixir d'amour qu'on a longtemps cru. C'est pas prendre de façon inconsidérée. Il faut la prendre avec le bon dosage et dans la bonne direction. Tout à fait. Alors j'aimerais qu'on revienne, mais toujours sur cette même idée finalement qu'on avait commencé à aborder il y a quelques minutes à peine, Nadia, sur cette notion d'altruisme. Parce que dans le cadre du leadership positif, que vous connaissez très bien du fait des racines de psychologie positive, il y a ce troisième cercle dont on parle, de moi et le monde finalement, moi et ma relation avec le monde et ma manière d'apporter quelque chose au monde, de contribuer au monde également. Et donc là, je souhaiterais qu'on parle un petit peu des comportements altruistes finalement. Comment ça se développe ? Comment se fait-il que des personnes semblent plus naturelles que d'autres, naturellement que d'autres, prêtes à être altruistes ? Et si ce n'est pas le cas, parce que beaucoup de nos éditeurs peuvent se dire, je ne sais pas finalement si je suis si altruiste que ça au quotidien ou en se regardant dans le miroir, quelle est l'opportunité qu'ils ont à développer cet altruisme ? Quels seraient les conseils, si je peux me permettre de leur donner, pour développer ce regard altruiste vers le monde ? Alors, déjà, c'est important de prendre conscience de sa vision de l'humanité. Parce qu'il y a deux visions de l'humanité. Il y en a une qui consiste à dire je pense que l'homme est globalement digne de confiance et ma posture par défaut, c'est de faire confiance à l'être humain. Et il y a l'autre groupe qui est je pense que par nature l'homme est mauvais et donc ma position par défaut va être la méfiance. Alors ça va être lié à un tas de choses, mais en particulier aux premières expériences qu'on a fait dans la vie. Si on a été trahi, si on a été abandonné, les premières expériences de la vie vont façonner notre vision de l'humanité. Alors, être capable de faire confiance va entraîner davantage d'altruisme, puisque je considère que l'autre est bon. Donc, ça va être plus facile quand on a cette vision-là de l'humanité. Donc, la première étape, ça va être de prendre conscience de la vision qu'on a de l'humanité et de se dire, ça, c'est une croyance que j'ai. Voilà. Est-ce que cette croyance, elle m'est utile aujourd'hui ou pas ? Ou pas.
Hein, ça va être la première question. Et il va falloir après, c'est pas facile de désapprendre les Non. croyances, hein, vous le Sur- savez, hein. Surtout sur une vision du monde que l'on a et que l'on a élaborée pendant des années, voilà, via sa famille, ses milieux, ses communautés dans lesquelles on a grandi. C'est très compliqué hein, de revoir sa vision du Oui, monde. Ouais, tout à fait. Il faut savoir que la nature joue quand même en notre faveur parce que il s'avère que au départ, quand on prend des enfants, les expériences qui sont faites sur les enfants tout petits montrent que l'enfant tout petit a des réactions altruistes. Hmm. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est qu'il va y avoir des conflits d'intérêts. Est-ce que je suis prêt à sacrifier un peu de mon argent, un peu de mon bien-être, un peu de mon temps pour aider l'autre sans Ouais. être sûr de recevoir en retour? Hein, donc on est soumis à des conflits d'intérêts, mais il y a une partie de nous instinctive qui sait que notre sort est lié au sort du groupe et que c'est dans notre intérêt d'être altruiste envers quelqu'un, voilà, envers l'étranger, D'aider le groupe, d'aider l'étranger, voilà, face à parce ce que problème. un jour je peux avoir besoin de lui. Donc Ouais. l'altruisme est en réalité un instinct biologique de survie. Ouais. Hein, Hmm. on met beaucoup de valeurs autour de ça, mais la biologie, elle se moque des valeurs. Hein. La Ouais. biologie, elle est là pour nous permettre de survivre. Or, la survie de l'homme est liée à la survie du groupe. Ouais. Et le Covid nous a montré ça. Hein. Hmm. On peut Totalement. être, voilà, ce qui se passe dans les pays pauvres a un impact sur nous. On ne peut Totalement. pas vivre dans son bocal sans tenir compte des autres, parce que ça va nous revenir en boomerang un jour ou un autre. Ouais, non, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites sur l'altruisme, finalement, comme une réalité aussi biologique et tout simplement de notre condition d'être humain. Mhm. Et je pense qu'en étant confronté effectivement à des moments très difficiles, des fois à titre personnel ou à titre communautaire ou de société tout entière, la pandémie étant l'exemple évidemment le plus symbolique de tous, puisqu'on était tous au même loti de la même Oui. manière, pour se rendre compte que ces valeurs dites altruistes, ben, elles étaient une question de survie quoi, pour chacun, chacune d'entre nous. Alors, j'ai cru comprendre aussi, Nadia, vous allez dire si je me trompe, qu'il existe donc, dans notre cerveau des neurones qui allaient expliquer comment et pourquoi nous pouvons lire dans les pensées d'autres personnes et surtout ressentir de l'empathie pour elles. Et je crois qu'on les appelle des neurones miroirs. Alors, si on veut activer ces neurones miroirs finalement dans son équipe, voilà, tous nos auditeurs qui ont des équipes avec lesquelles elles travaillent, comment le faire finalement? En quoi ça consiste d'activer ces neurones miroirs pour ouvrir les émotions que l'on souhaite susciter finalement chez les personnes autour de soi? Alors, déjà, un mot sur les neurones miroirs, parce Oui, que il y a un mythe autour de ces neurones miroirs. On leur oui. a fait dire trop de choses. Ah ah, Et il y a un article qui est paru en 2022 dans Cerveau et Psycho qui dit quel est le bilan 30 ans après la découverte des neurones miroirs. Et en fait, le bilan scientifique aujourd'hui, c'est que les neurones miroirs jouent un très grand rôle dans tout ce qui est moteur, la gestuelle. oui, Si je fais le geste de porter mon verre à ma bouche, oui, la même chose va se faire chez vous et vous allez avoir envie de faire le même geste. totalement. Maintenant, les scientifiques sont très circonspects sur la dimension émotionnelle et civilisationnelle qu'on a pu donner aux neurones D'accord, miroirs. Hein. d'accord. En revanche, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de raisonner en termes d'état du système nerveux, hein, comme on en parlait tout à Oui, l'heure, oui, c'est-à-dire si je veux des équipes au top de leur performance, j'ai besoin d'avoir des gens qui se sentent en sécurité dans mon organisation. hmm, Qu'est-ce que je fais pour qu'ils se sentent en sécurité? Et à cause de cette Wi-Fi, la ouais. première étape, ça va être de me mettre moi-même en sécurité. Ça commence par Donc, moi, toujours, mais évidemment. Ouais, oui, ouais, et c'est ouais, là que l'exemplarité joue à fond, puisque ouais, l'exemplarité va passer par cette Wi-Fi. C'est pour ça qu'on peut toujours avoir des discours. Si les actes ne suivent pas, bien sûr. ça fonctionne pas. Hmm.
Non, non, merci de ces clarifications, parce que c'est vrai on prête beaucoup souvent, par erreur, à ces neurones miroirs plein de vertus supplémentaires qu'ils n'ont sans doute, qu'ils n'ont effectivement pas. Je souhaiterais maintenant peut-être poursuivre sur tout un domaine sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Nadia, qui est l'attention. Et notamment la rareté de l'attention dans le monde dans lequel on vit. On a abordé très peu tout à l'heure ce sujet. J'ai eu le plaisir récemment d'inviter dans mon podcast Dandapani, qui est un prêtre hindou, mais qui est devenu aussi un grand conférencier, sur finalement la conscience de soi, dont vous parliez tout à l'heure. Et il a fait tout un travail d'abord personnel pendant 10 ans, dans un lieu de retraite avec un gourou, et pour devenir lui-même prêtre. Et après, il est revenu, je n'allais pas dire à la civilisation, mais à une vie parmi tout le monde, dans la société, en tant qu'entrepreneur, en tant que consultant. Et on a beaucoup parlé ensemble de cette attention totale et comment avoir et maîtriser cette attention dans notre cerveau. Il prenait l'image un petit peu d'un projecteur qui se promènerait dans notre cerveau sur des zones très différentes de notre cerveau. Alors, sans parler de fonctionnement neuronal de son côté, pour être très clair, c'était pas son langage ni son domaine, mais pour dire que finalement, voilà, il y a ce projecteur qui arrivait sur des zones d'émotions très différentes, d'anxiété, de joie, de plaisir, de désillusion, de tout ce qu'on peut ressentir à n'importe quel moment. Et d'avoir la capacité, avec cet éclairage, finalement, d'avoir une conscience de ce qui est en train de se passer. Souvent, de personnes parlent de ça en parlant plus d'une petite voix d'ailleurs qu'une pièce qui va être éclairée dans le cerveau, qui nous parle et qui nous communique cette zone d'émotion dans laquelle notre esprit est en train de naviguer. Et alors, c'est un domaine évidemment qui est compliqué, mais comment, de votre côté, avec l'apport des neurosciences, finalement, apportez-vous un conseil à nouveau à nous tous, j'allais dire humble pratiquant au quotidien d'une attention extrêmement faible pour gagner en moment d'attention, pour être présent, comme on dit, dans le moment, quel qu'il soit. Maintenant, dans notre échange pendant ce podcast, tout à l'heure peut-être en dînant, en savourant réellement les aliments et le moment partagé autour d'un dîner, ou d'autres moments professionnels, évidemment, de vie. Comment peut-on commencer à maîtriser son attention ? C'est un sujet important, effectivement, parce que nous vivons une époque de dispersion de l'attention, parce que nous sommes sursollicités, nous sommes interrompus fréquemment, et il y a une source d'interruption à laquelle on ne pense pas toujours, ce sont les émotions. Oui. Et oui, parce que nos émotions vont venir interférer sur la bande passante, là. La bande passante, elle va pas pouvoir elle va pas pouvoir se concentrer sur la tâche que nous avons à réaliser si les émotions occupent trop de place. C'est la fameuse bascule dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Donc pour moi, la chose la plus accessible à l'heure actuelle pour parvenir à mieux se concentrer, c'est deux choses. Déjà, de prendre conscience que la concentration, c'est une dépense énergétique au même titre que de l'activité musculaire. Ouais. Ça veut dire que là aussi, notre attention est limitée, au même titre que notre force musculaire. Ça veut dire que quand nous l'utilisons, elle va avoir besoin de récupérer, là aussi. Et pour récupérer son attention, il vaut mieux le faire loin des écrans. Parce que les écrans nous stimulent trop. Clairement. Donc, c'est pas en allant sur ces écrans qu'on va se détendre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une source d'interruption de la concentration que sont les émotions et les pensées qu'on a tout au long de la journée. Ouais. Quand on a des soucis, on en a tous, mais quand les soucis viennent interférer avec la concentration, le meilleur service qu'on puisse se rendre, c'est justement apprendre à gérer ses émotions. Et là, ce sont aussi des apprentissages. Ouais. C'est-à-dire, déjà, la première chose, ça va être encore la self-awareness. Tiens, là, tout de suite, je constate que je ne suis pas concentrée sur ce rapport que je dois écrire parce que je pense à ma mère qui a des problèmes de santé, parce que je pense à mon enfant qui me cause des soucis dans ses études, etc.
hein. Ouais. Donc la première chose, c'est d'accuser réception de ce qui est en train de se passer en soi. Et après, on va apprendre des stratégies justement pour calmer l'organisme, hein, revenir dans cet état de sécurité. On y revient toujours. Hein. D'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Voilà, exactement. Et ça, ce sont des apprentissages alors qui avant étaient réservés aux personnes qui avaient des pathologies psychiatriques. Hein. On allait voir le psychiatre quand on était dépressif ou quand on avait une pathologie anxieuse et il nous apprend à gérer nos émotions. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit fait que apprendre à gérer son émotion, ça devient une hygiène de base de notre fonctionnement. Alors précisément, Nadia, le temps passe très vite, donc malheureusement nous arrivons un petit peu aux 2 dernières questions de cet échange. Je voudrais, oui, c'est tellement riche, on sait très bien qu'on pourrait passer ensemble des heures sur cette émotion justement. Vous avez dit que pour être plus heureux et en meilleure santé, nous devrions écouter davantage nos émotions. Et on vient de dire à l'instant qu'à un moment donné, il faut aussi savoir calmer nos émotions. Donc on va commencer déjà en pratique pour nos éditeurs à nouveau, les aider, nous aider. Comment faire pour écouter d'abord ces émotions ? Par quoi ça passe ? Quelles sont les astuces, les pratiques, les routines que vous avez créées vous-même pour calmer vos propres émotions qu'on a tous, pour les écouter d'abord, et puis après peut-être les calmer pour vous concentrer sur ce que vous devez réaliser. Alors, la beauté de la chose, c'est que quand on écoute son émotion, on est déjà dans un processus de la calmer. Pourquoi ? Parce que l'émotion est un signal biologique. Donc, quand on n'écoute pas un signal biologique, il va revenir jusqu'à ce qu'on en tienne compte. Qu'est-ce que ça nous dit une émotion ? Quand on a peur, notre émotion nous dit « tu as besoin de te procurer de la sécurité ». Quand on est en colère, notre émotion nous dit « tu as besoin de te faire respecter » ou « tu as besoin d'être traité de façon plus juste ». C'est un besoin essentiel. Les besoins psychologiques sont aussi forts que les besoins physiques. Si vous voulez, quand on ne pas prendre en compte ces émotions, c'est comme si, vous voyez le tableau de bord d'une voiture, quand le clignotant orange se met en place, quand il commence à manquer de l'eau ou de l'essence, c'est comme si vous mettiez un sticker noir sur le truc orange. Ça va pas, voilà. Et nous, dans notre culture cartésienne, on a appris à mépriser nos émotions, à les réprimer. Donc, quand on sent la tristesse qui monte, quand on sent la peur qui monte, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre le sticker noir dessus en disant « je veux pas de ça ». Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ? L'émotion, elle va revenir 2 fois plus fort puisqu'elle n'a pas été entendue et que c'est son rôle. Donc, il faut l'accueillir, accuser réception, vous disiez tout à l'heure de cette émotion. Donc savoir l'écouter, mais aussi savoir, comme on en a parlé, la calmer à un moment donné pour qu'elle ne devienne pas omniprésente, envahissante d'une manière obsessionnelle, parce que là, ça devient compliqué. Tout à fait. Alors, quand l'émotion est très forte, il va falloir passer par le corps pour la calmer. Moi, souvent, je dis à mes clients, voilà, tu sais, quand ça va pas bien dans la tête, tu mets le corps en mouvement. Tu bouges, tu commences à bouger, à marcher, à sortir. Exactement. Parce que si c'est de la colère ou de la peur, c'est une énergie désordonnée qui a besoin de sortir. Donc, on met le corps en mouvement et là, on revient aux fondamentaux de ce pourquoi on est fait. En mouvement dans la nature. Quand on se met en mouvement dans la nature, on commence déjà à calmer toutes ces émotions sans avoir rien fait d'autre. Donc, il va falloir mettre le corps en mouvement et il va falloir apprendre à dialoguer avec soi-même. Ça, c'est les apprentissages qu'on faisait avant uniquement chez le psy et qu'on fait maintenant avec un coach, dans une entreprise, parce que c'est devenu nécessaire. Quand on se dit à soi-même, quand on a la petite voix dont vous parliez tout à l'heure, qui dit voilà, de toute façon, t'es pas doué là-dedans, tu vas jamais y arriver. Cette petite voix, faut apprendre à lui répondre comme si on était son propre avocat. C'est OK, je t'entends. Tu aimerais mieux que je fasse pas comme ça, on va pas courir
on va pas courir le risque de se planter. Ouais. Hein? Mais qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais et que ça se passerait bien et que ça se passait bien? Il y a aussi des bénéfices. Donc, on va négocier avec soi-même. Ouais. Et ce dialogue intérieur, il est extrêmement important. Et puis, il y a des techniques toutes simples. Hein. Par exemple, moi, j'apprends aux personnes, quand elles commencent à partir en vrille, là, Oui. je dis, bon, tu vas faire le tour du pâté de maison en courant ou en marchant vite. Après, tu fais ça 10 minutes, tu reviens à ton bureau, tu prends une feuille. Tu vas faire 2 colonnes. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle? Oh oui, ça, c'est très important. Je vois que ça vous parle, hein? Oui, ça me parle beaucoup parce que dans ma vie professionnelle aussi et personnelle, depuis pas mal d'années, c'est une méthode que j'ai utilisée, alors sans l'écrire nécessairement chaque fois sur une feuille, mais je trouve que c'est très bien de verbaliser les choses et de rester extrêmement lucide sur qu'est-ce que je suis capable vraiment de contrôler, quoi, pour ne pas s'épuiser à des tâches impossibles, à des défis impossibles sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Alors là où je peux avoir un impact, il y a une marge de manœuvre, il y a une possibilité, il y a de l'audace à avoir, absolument. Mais par contre, l'épuisement sur les moulins qui tournent, à Don Quichotte, non, c'est une dépense énergétique, mentale incroyable. Quoi, je dirais. Incroyable et inutile. Et inutile. Oui. Et là, on rejoint l'attention. Ouais, c'est totalement. je note que mon attention est portée sur les choses que je ne peux pas contrôler. Je vais ramener mon attention sur ce que je contrôle et je vais me mettre en action sur ce que je contrôle. Et cette mise en action, elle va nous calmer. Alors Nadia, on arrive vraiment à la dernière question et j'en suis désolé parce qu'à nouveau, j'avais encore 1000 autres questions à vous poser. Et généralement, je finis en posant une question à mes invités sur leur pourquoi. Parce que finalement, on a fait tout ce voyage ensemble dans notre cerveau, dans nos neurones, dans cette énergie de l'émotion et bien d'autres notions ensemble. Alors, j'aimerais savoir, que vous puissiez partager avec nous finalement le sens de ce que vous faites, l'expression de votre mission, si vous l'avez verbalisé. On parlait souvent de la pause délibérée tout à l'heure, l'approche délibérée où on écrit ce qu'on a appris. On vient de parler à l'instant de faire le tour de pâté de maison et après écrire ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas. Je ne sais pas, est-ce que vous auriez formalisé une forme de mission personnelle et finalement de la trace que vous avez envie de laisser derrière vous? Voilà, au-delà d'une prétention, évidemment, en se disant oh, la trace qu'on va laisser historique, etc. Mais chacun d'entre nous va laisser une trace, quelle qu'elle soit. À nous de décider, me semble-t-il, ce qu'elle peut être, ce que l'on souhaite qu'elle soit. Quelle est la vôtre, Nadia? Alors, ma trace, mais je l'ai comprise longtemps après, hein, ma trace à moi, c'est que moi, je suis née anxieuse et hypersensible. Donc, j'étais en permanence envahie par des émotions négatives qui me faisaient trébucher, qui entravaient ma vie, qui m'empêchaient de faire ce que je voulais faire et qui m'empêchaient de profiter de la vie aussi. Donc, très tôt, j'ai voulu calmer cette douleur intérieure et je suis partie à la recherche de plein de choses. C'est pas par hasard que j'ai fait médecine, hein. Le médecin, c'est celui qui calme la douleur, hein. Et j'ai découvert qu'en apprenant à calmer ma douleur, j'étais pas la seule à avoir cette douleur intérieure. Et que d'apprendre à me calmer allait me permettre d'aider les autres à se calmer aussi. C'est-à-dire que, en gros, c'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'en travaillant sur toi-même, tu acquiers des compétences que tu vas pouvoir mettre au service des autres. Et moi, ma mission aujourd'hui, c'est de calmer la souffrance, calmer la douleur, calmer tout ce qui nous empêche à la fois d'avancer et de vivre mieux. Et voilà, de partager ça et de diffuser ça. Parce que nous sommes équipés de tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais aussi de tout ce qu'il faut pour que ça se passe mal. Et apprendre à discerner le fonctionnement de tout ça et à faire des choix plus éclairés. Parce que souvent les choix, en fait, nous sont dictés par ce que nous ressentons et on n'est pas dans le libre arbitre. Ouais. Hein, si je m'enfuis parce que j'ai peur, je suis pas dans le libre arbitre. Qu'est-ce qui va faire que je vais surmonter mon envie de fuir et que je vais quand même y aller? Là, je suis dans le libre arbitre. Donc, c'est une recherche de liberté
intérieure d'abord et de transmission de ça ensuite. Docteur Nadia Medjad, merci mille fois pour cette superbe conclusion de calmer ses souffrances pour mieux vivre ensemble finalement, en commençant à prendre soin de soi. Moi j'en suis totalement convaincu aussi, qui est la base de départ, le socle, la fondation par laquelle on va avoir cet impact positif vers les autres et vers le monde. Merci beaucoup Nadia et au plaisir de vous lire dans vos prochains ouvrages, de vous entendre dans vos conférences. Merci à vous Jean-Philippe. Grâce à vous, je viens de passer une heure extrêmement riche et agréable. Et ben voilà, je vous en suis reconnaissante. Merci.